Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, fondateur du site, et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Mickaël. Bonjour Jonathan. Tu es le directeur commercial de Nanoterra, ex-Helpev et Perimedia, enfin fusion de Helpev et de Perimedia. C'est ça. Nanoterra aide notamment les enseignes à améliorer les performances des actions commerciales locales et nationales. Je vais y arriver. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet du prospectus papier, est-ce que tu peux rapidement nous dire un peu plus sur toi et nous présenter également Nanoterra et ce que vous faites concrètement pour les magasins? Merci de me solliciter sur ces domaines, j'affectionne beaucoup, pas seulement le print, mais le papier en général et puis les forêts. Ouais. Et mon parcours en quelques mots, écoute, avant de rejoindre Nanoterra il y a 3 ans en tant que directeur commercial, en gros j'ai fait la moitié de ma carrière dans l'industrie forestière, papetière, division papetière, Ouais. et la moitié dans un groupe européen d'impression industrielle. En ce qui concerne Nanoterra, Nanoterra c'est le résultat du rapprochement de 2 entreprises très connues, Helpev et Perimedia. Et Nanoterra est une agence de communication qui accompagne les enseignes à réseau dans les communications print et digitales. Et notre mission principale, c'est de diffuser les informations et les promotions des retailers pour générer du trafic en point de vente. Alors, l'idée, c'est vraiment de les embarquer vers cet arrêt du prospectus papier, vers la dématérialisation, la digitalisation de la communication locale. Alors, nous, on propose des solutions digitales pour les accompagner dans ce changement, mais on est aussi un acteur important du print. Nos clients, les enseignes, continuent à consommer du print, pas seulement sous forme de prospectus, mais aussi sous forme de catalogue marketing direct, et puis de PLV. On est un acteur important du marché de la PLV en France, donc la théâtralisation des magasins. Alors dans ce podcast, on va parler de dématérialisation, et tu connais très bien l'industrie du papier, donc ça va être hyper intéressant. On va parler du prospectus et de toutes les idées reçues autour de ce format. Alors aujourd'hui, sans vouloir faire offense aux enseignes qui communiquent l'arrêt du prospectus, l'arrêté ne sauvera pas la planète et ne sauvera pas plus d'arbres. Ça, c'est important de l'expliquer. Je pense qu'il y a pas mal d'idées reçues sur le sujet. On va casser un peu le mythe que le papier est mauvais pour l'environnement, que c'est un produit qui est responsable et important pour la planète. Alors, j'ai une première question. Du coup, Mickaël, comment est fabriqué le papier aujourd'hui? Alors, on pourrait y passer plusieurs jours, parce que c'est quand même... Mais bon, en gros, le papier, c'est un support qu'on fabrique depuis des millénaires. Et ça fait plus de 2000 ans, ça a été inventé par les Chinois. C'est fou, ouais. Et l'idée, c'est de constituer un matelas fibreux sur lequel on va pouvoir écrire ou imprimer. La première étape, c'est la production de la pâte à papier. On part d'un matériau, principalement les déchets de bois et de plus en plus les vieux papiers. Ouais. On va le triturer pour en séparer les fibres, qu'on appelle la cellulose. Cette pâte, elle est mélangée à de l'eau, elle est déposée sur une sorte de tamis pour être égouttée, puis elle est séchée. On a développé depuis des techniques pour améliorer la blancheur, l'état de surface du papier, en l'enduisant par exemple d'une couche, on parle de papier couché. C'est principalement constitué de carbonate de calcium, c'est de la craie en fait. Et les principes de base de la production de papier ont assez peu évolué depuis l'invention par les Chinois, mais évidemment on est passé de l'artisanat à l'échelle industrielle. C'est ce qui a permis de démocratiser le papier et donc l'accès à l'information. Aujourd'hui, il faut imaginer une machine bardée de capteurs de plus de 10 mètres de large, plusieurs centaines de mètres de long, qui produit une feuille de quelques dizaines de microns d'épaisseur, à des vitesses qui peuvent atteindre 120 km/h. Alors, deuxième question, du coup, Mickaël. Est-ce que produire du papier pollue? Produire du papier, ça reste une activité industrielle, mais c'est une des industries les plus exemplaires et les plus engagées. Elle est d'ailleurs extrêmement surveillée, extrêmement contrôlée. Par exemple, le process met en œuvre de l'eau. On utilise beaucoup d'eau dans la fabrication du papier. Et les usines sont équipées de centrales d'épuration, c'est les mêmes que celles qu'on utilise dans nos villes. Produire du papier, c'est aussi très énergivore. Là encore, les usines se sont tournées vers les énergies renouvelables. Beaucoup sont équipées de centrales biomasse. Donc, produire du papier, ça pollue assez peu. Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit, du coup, toujours dans la même question. Aujourd'hui, où se situe l'industrie du papier? Dans quelle région du globe se situe l'industrie du papier? Alors, en général, c'est près des centres près des grands pays forestiers, par exemple. Tu vois, on a l'image de la Scandinavie, les Canadiens, l'Amérique du Nord. Mais ce sont des groupes internationaux, donc ils ont des implantations aussi
un peu partout. On en a en France, hein. Il y a une usine très importante en Belgique. Là, elles sont Oui. plus proches des zones de recyclage. Troisième question, Michael. Une question au sujet du papier recyclé, qui est souvent présenté comme un produit hyper responsable par les industriels. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre le papier classique et le papier recyclé? Alors, ouais, oui, c'est une très bonne question parce qu'on entend parfois qu'il faut utiliser que du papier recyclé. Parce que c'est une des grandes vertus du papier, c'est que c'est un support qui se recycle facilement et plusieurs fois. Ouais. En Europe, 3/4 des papiers et cartons sont déjà recyclés et on améliore ce chiffre tous les ans. Donc l'économie circulaire, c'est déjà une réalité pour le papier. Par contre, on ne peut pas recycler les fibres indéfiniment. Elles s'abîment à chaque recyclage, on doit donc introduire des fibres dites vierges. Et puis, les vieux papiers qui constituent la matière première pour le recyclage, ils peuvent faire l'objet de pénuries, comme c'était le cas après le Covid. Est-ce qu'on a une idée justement du nombre de fois qu'un papier peut être recyclé? Ouais, c'est un peu compliqué à dire, parce qu'il faudrait le suivre au niveau de la fibre, mais on estime que c'est entre 3 et 8 fois. Ce qui est quand même assez important, comparé à d'autres produits qui peuvent se recycler des fois 2-3 fois. Bon, certains évidemment à l'infini, mais effectivement, c'est un produit qui est recyclable de manière assez Voilà, conséquente. très facilement recyclé. 4e question, Mickaël, et du coup, on arrive dans le vif du sujet de ce podcast. Quelle est la raison principale de l'arrêt des catalogues papier? On voit beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui prennent ce parti-là. Leclerc, Cora l'ont annoncé très récemment. On voit d'autres enseignes comme Shelcher, notamment avec Systamu, qui disent oui, on arrête le papier, mais seulement à 30-40% pour les magasins. Quelle est la raison principale de l'arrêt des prospectus papier? Et est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que l'intérêt est-il économique ou est plus écologique? Bah, bon, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'annonces, hein, surtout en GSA. Moi, je pense que le catalogue papier, il n'a pas dit ses derniers mots. C'est aussi un peu ce que disait, en gros, le patron de Système U, qui assume totalement de continuer à exploiter ce filon parce qu'il veut adresser ses clients. Et puis, je ne sais pas si tu sais, c'est passé un peu inaperçu en France, mais Schwarz, la maison mère de Lidl, s'est carrément acheté une usine à papier. Ils ont mis plus de 200 millions d'euros pour acheter une usine à papier et pouvoir continuer à accéder à la matière. Pour moi, il y a quand même deux facteurs qui ont contribué à l'accélération de la digitalisation. C'est l'explosion historique du prix du papier et une pénurie. Hein, il y a eu une pénurie l'année qui vient de s'écouler. Et puis l'expérimentation WePub. Ouais, le WePub, ça c'est une chose. Et en parlant du prix du papier, est-ce que on peut donner un ordre d'idée de ce que ça représente? Oui, écoute, on peut dire que le papier, il a quasiment doublé, ce qui n'était jamais arrivé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on oppose souvent le print au digital, évidemment. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres sur l'efficacité du papier? Parce que c'est un format qui a fait ses preuves, qui fait toujours ses preuves. Contrairement au digital où on est plus dans une phase encore d'expérimentation et on a encore du mal à trouver un ROI. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres aujourd'hui sur l'efficacité du prospectus papier pour la grande distribution? Ce sont des secrets bien gardés, mais ce qu'on sait, c'est que quand on voit l'usage immodéré qu'ont fait les enseignes du prospectus, on comprend bien que c'est un média qui fonctionne bien, qui fonctionne encore bien. Aujourd'hui, on considère que selon les enseignes, le prospectus génère jusqu'à 30, 35, 40% du trafic en magasin. Mais ce qui est encore colossal. Donc finalement, basculer sur le digital tout de suite sans avoir de retour d'expérience vraiment précis, c'est presque un peu, bon, je vais pas dire suicidaire, c'est pas le bon terme, mais c'est un risque, enfin, c'est un risque important pour les magasins. Oui, il y a un risque en termes de chiffre d'affaires, mais encore une fois, comme tu le disais, le print et le digital ne s'opposent pas, ils s'additionnent. Donc pour moi, il faut savoir utiliser les deux et conjuguer les forces des deux. Mmh. Le digital, on sait déjà on est dans l'immédiateté, on a la réactivité, l'interactivité, l'hyper-personnalisation. Ouais. Alors que le print, bon voilà, on a un support qui est réel, tactile, il offre une expérience sensorielle, il est permanent. On sait qu'il apporte de la crédibilité et le prospectus permet de présenter une offre large et détaillée. Quand on parle forcément du print, moi j'ai une question qui me vient à l'esprit là. C'est le sujet de la presse locale. La presse locale aujourd'hui, elle a un taux de pénétration qui est extrêmement élevé dans les départements. Est-ce qu'on peut comparer finalement l'information locale éditée par des Ouest France, des PSG Midi, etc., versus le prospectus papier? Est-ce que l'impact finalement il est pas si proche? À la force, l'information locale, elle a une audience particulière. Ouais. Et d'ailleurs, la grande distribution se sert des pages de la presse locale. Bien sûr. Maintenant, c'est pas du tout la même approche, c'est une approche complémentaire du prospectus.
Une fois encore, tu ne peux pas monopoliser Non, 10 parce que, pages d'un ouais. quotidien régional pour présenter une offre. Non, parce que ce que je voulais mettre en exergue, c'est le taux de pénétration et l'efficacité déjà de l'information locale, avec une audience très particulière et très attentive, Ouais, versus le prospectus papier qui finalement ressemble assez proche, enfin ressemble de près finalement à l'information locale des médias, régionaux. ouais, ouais. Autre question, Michael, que je trouve intéressante, c'est qu'il y a des magasins qui parlent d'écologie, et qui disent: «Sauver la planète en arrêtant le prospectus papier». Est-ce qu'on peut casser cette idée reçue et dire que non, on ne sauvera pas la planète en arrêtant le prospectus papier? Oui, je pense, je pense parce que bon, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on raconte. Et c'est vrai que la filière bois, papier, imprimerie est pas la meilleure communicante. Ouais, Mais on ne coupe pas d'arbres pour faire du papier. On en fait d'abord, je te l'expliquais, du bois d'œuvre, des meubles, du bois de chauffage même, ouais, et on valorise surtout les déchets en papier ou ouais. en panneaux de particules. Et tout ça se fait selon des règles très strictes, des systèmes de traçabilité qui ont été mis en place pour garantir l'origine des bois et aussi des papiers. Ce sont les fameux labels PEFC et FSC. Quand on parle de papier, on pense forcément à la déforestation. Je crois que tu connais très bien le sujet. Est-ce que tu peux nous donner les causes aujourd'hui de la déforestation dans le monde? Alors moi, je pense à l'Amazonie, mais je sais qu'il y a d'autres régions du globe qui sont concernées. Ouais, alors oui, tu fais bien de poser la question. Donc, du coup, je le répète, en Europe, en Amérique du Nord, on est assez peu concerné. Nos forêts sont en bon état, elles sont même plutôt en croissance. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut aborder le sujet zone par zone. Je te conseille, il y a un rapport très complet du WWF qui était sorti en 2020 sur tous les fronts de déforestation. Et ce que je retiens, en gros, c'est que c'est le rôle de l'agriculture Ouais. et de l'activité minière. Si tu le prends zone par zone, tu parlais de l'Amérique du Sud, ben, c'est principalement l'agriculture, notamment le soja qui est destiné à l'élevage bovin. Si tu t'intéresses à l'Asie, on parle aussi d'agriculture, notamment le palmier à huile ou les EVA qu'on plante pour récolter le latex. Et en Afrique, bon, on parle d'extraction minière, on parle de trafic de bois précieux, d'où l'importance de la traçabilité, mais aussi de bois énergie, parce qu'une grande partie de la population n'a pas accès à d'autres sources d'énergie pour se chauffer ou pour cuisiner. Est-ce que le papier est un produit durable? Finalement, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un produit qui a l'air beaucoup plus responsable qu'on ne le pense finalement. Oui, je pense, parce que si tu considères qu'il est facilement recyclable, qu'il est déjà aujourd'hui en grande partie recyclé, qu'il est issu de ressources renouvelables, les arbres, le bois, Ouais. et qu'il valorise des déchets, je pense qu'on peut affirmer que c'est un support éminemment durable. Pour quels arguments aujourd'hui le prospectus est durable? Je ne sais pas ce que tu entends au sens durable, mais à partir du moment où c'est un produit qui est fait à partir d'une matière qui est renouvelable, des ressources renouvelables comme le bois, et qu'en plus il est recyclable, Mmh. pour moi ça en fait un produit durable. J'ai une dernière question qu'on n'avait pas prévue. Est-ce que finalement, on va pas aller vers un renouvellement de la façon dont on utilise le prospectus papier? Alors, on voit des enseignes qui l'arrêtent, oui, mais finalement, est-ce qu'on va pas l'utiliser dans les années qui viennent autrement? Je pense comme toi, je pense que de par ses qualités de permanence, de crédibilité, on aura peut-être moins d'opérations, mais avec une utilisation du papier plus exceptionnelle. Mmh. On peut penser à des consumer magazines, on peut penser à des catalogues de meilleure qualité, mais je pense que le papier va garder sa place dans l'arsenal de communication des enseignes. Et ce qui est d'autant plus important, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie du papier, c'est 60 000 emplois en France. Donc si demain, tout le monde arrête le papier, ça va mettre aussi beaucoup de gens sur le carreau. C'est aussi important de le signaler, mais il y a une question économique et éthique, à ce sujet-là également. Oui, tu as raison, la RSE, c'est pas que les forêts, c'est aussi les personnes. Alors, on tape beaucoup sur la grande distribution, sur, son côté polluant, sur, son utilisation des ressources naturelles. Il faut pas oublier de citer, alors moi je ne savais pas, mais c'est toi qui me l'as appris, que la grande distribution contribuait, à cette industrie et contribuait à recycler, les prospectus papier. Oui, en fait, il y a une quinzaine d'années, la question s'était posée en France sur ce qu'on appelle le pollueur-payeur, pardon. Ouais. Et la grande distribution, on peut dire que c'est un acteur important de la récupération des vieux papiers parce qu'elle contribue, donc depuis 2007, à financer la collecte et le tri des papiers au travers de ce qu'on appelle l'éco-contribution Citeo. Donc ça veut dire qu'en fait ils servent enfin ils font la collecte, localement, justement pour rassembler les déchets, parce que ça représente quand même des déchets, pour mieux les recycler. En fait, non, il contribue si tu veux. Donc, tous les ans, on le fait d'ailleurs pour nos clients, tous les ans, Ah, c'est une contribution financière? c'est ça, ouais. Tous les ans, on émet une déclaration, si tu veux, sur les papiers qui ont été distribués.
pour chaque enseigne. Mm. Et voilà, il y a un montant en euros par tonne, et c'est l'éco-contribution Citeo. Et ça finance la collecte et le tri des papiers. Pour revenir à l'arrêt des catalogues papier et justement à l'usage du digital par la grande distribution, il y a aussi une volonté des enseignes à vouloir toucher une nouvelle génération qui est peut-être moins enclin à utiliser du papier aujourd'hui et moins enclin à aller chercher dans sa boîte aux lettres des prospectus. L'enjeu, il est là aussi. Alors, on a parlé de localisation, de géolocalisation. Il y a vraiment cet enjeu générationnel aussi de préparer l'avenir. Alors évidemment, ça laisse des aînés, entre guillemets, sur le carreau, mais il y a cet enjeu de transition et d'aller chercher une nouvelle génération. Oui, parfaitement. La digitalisation, c'est d'abord ça. C'est d'abord la grande distribution qui continue à innover et donc à tester des nouveaux médiums pour aller toucher des clientèles plus jeunes. D'ailleurs, M. Schellcher, dans sa tribune qu'il a diffusée là, le 20 décembre, il expliquait très clairement, la plupart des magasins U, 60% des magasins U sont en zone rurale. Et c'était encore un vecteur de proximité, le prospectus papier, pour l'ancienne génération, pour les aînés qui voient encore dans ce format-là un lien local avec le magasin. Tout à fait. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Mickaël, sur ce podcast? Une question que je t'ai pas posée? Tout à l'heure, quand je relisais un peu mes notes, là, ce que j'ai dit déjà pendant le podcast, c'est que la forêt en France, elle est en croissance. Elle occupe de plus en plus de place et elle produit de plus en plus. Et j'entendais quelqu'un qui disait qu'on peut considérer que la forêt en France est sous-exploitée. Parce que si tu nous compares aux économies scandinaves, par exemple, qui sont très dépendantes de l'activité forestière, ils exploitent beaucoup plus leur forêt. Ils en tirent beaucoup plus de bois. Ils fabriquent plus en bois, ils font plus de meubles, et donc ils séquestrent aussi plus de carbone. Et j'entendais qu'en France, pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, il faudrait qu'on exploite un peu plus nos forêts. Toujours, bien sûr, dans le respect de la gestion durable. Mais... Et pourquoi on ne fait pas plus alors ? C'est une question de filière. C'est d'abord une question de filière et d'industrie. Mais ça s'organise. Ça s'organise tout à fait. Et on a des objectifs pour le faire. Merci beaucoup, Mickaël, pour ces différents éclairages et toutes ces idées reçues qu'on a pu balayer. Donc, je le rappelle, Mickaël, du coup, de chez Nanoterra. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton intervention. Merci à toi de m'avoir permis de prendre la parole sur ces sujets. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment, un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt!